Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue dans RAS, nous rendez-vous au sommet. C'est un rendez-vous où des professionnels, des gens de la communauté viennent et discutent avec nous de plusieurs sujets différents qui méritent d'être abordés pour qu'on puisse en apprendre plus. Je suis Déa et on est avec Jackson. Bonsoir Déa, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est un plaisir d'être là, comme à chaque fois. En fait, j'adore le dire parce qu'au final, c'est pas quelque chose qu'on fait pour nous autres. On le fait pour essayer d'impacter notre communauté, pour essayer de jouer notre petite partition. Parce que je pense que tout un chacun on a un rôle à jouer dans le développement de cette communauté. On doit faire en sorte que cette communauté arrive à trouver sa place. Parce qu'on a une place qui nous revient du droit. On doit se battre pour cette place, on doit garder cette place, on doit grandir et on doit arriver à faire un lobby automatique. En plus d'avoir des gens qui nous représentent, comme j'aime le dire, on doit mobiliser les meilleures têtes. Les gens qui peuvent nous représenter pour aller faire du lobby pour nous autres. Parce que toutes les communautés, on sent leur présence. Nous autres, on sent qu'on est là, mais on a des stéréotypes. On veut évidemment faire disparaître ces stéréotypes. On a des a priori par rapport à notre communauté, mais regarde, ça doit changer un jour. Donc c'est pour cela on a cet espace où on reçoit tout le monde, où on va à la recherche de personnes, des gens qui font l'action. Et on vient avec eux autres pour essayer d'informer notre public, pour essayer d'apporter des solutions, parce que je sais qu'on est capable. Pendant longtemps, notre pays a été un berceau, si tu veux, d'intellectuels. Un berceau de gens bien formés. Et c'est pas le Québec qui va dire le contraire, parce que dans les années 50, les premières vagues d'immigration ici, ils ont participé à construire le système éducatif, à construire le système de santé. Ils étaient partout, des ingénieurs, des architectes, des politiciens, des écrivains. Et on voit justement... Et si on a Daniela Ferrière présentement qui nous représente au niveau de l'Académie française, il était ici à Québec. Donc c'est quelqu'un qui est de notre sol. Donc c'est dire qu'on a beaucoup de choses. Donc Déa, c'est ça. C'est rendez-vous au sommet. Je suis toujours content d'être avec toi au micro pour recevoir quelqu'un qui fait l'action. Et j'espère que tu as passé une bonne semaine. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, et puis on salue Brice Lee, notre producteur qui est toujours ferme au poste, qui s'assure que tout est au beau fixe pour qu'on puisse avoir une émission réussie et une très belle émission. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on va recevoir quelqu'un qui se passe de présentation, mais qu'on sera excité de présenter Déa. Donc tu sais déjà c'est qui? Je vais dire son nom. Il s'agit bien sûr de Caso Jean Morelli. C'est un spécialiste en matière d'immobilier. Il est agent à courtier immobilier. Depuis 2018, il fait ce métier et que présentement, il est avec Remax. Donc, c'est un père de famille. Il précise ça, et c'est pour ça que je le signale. C'est important pour lui de préciser ça. Et puis, il fait ce métier avec beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Et aujourd'hui, il est prêt à participer avec nous pour partager son expertise, partager et sa compétence avec le public de Rendez-vous au sommet. En fait, on va voir deux aspects avec lui. Courtier immobilier en tant que métier et courtier immobilier par rapport à la réalité d'acquisition de maisons et à la réalité de la crise du logement, justement. Donc, on est content d'être avec lui. Laissez-moi dire bonsoir à Caso Jean Morelli. Bonsoir, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Caso. Bonsoir Léa, bonsoir Jackson. Juste avant de me présenter, j'aimerais bien remercier Charline qui m'a invité aujourd'hui au rendez-vous au sommet. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Comme tantôt tu l'as dit Jackson, je suis Caso Jean Morelli, je suis courtier immobilier avec Remax. Je fais de l'immobilier depuis 2018. Et pour moi, c'est un honneur de participer aujourd'hui au rendez-vous au sommet. Vous faites un très beau travail et j'espère aussi apporter aussi donc, ma participation dans le beau travail que vous faites. Ça, c'est intéressant. On commence à avoir du ciment dans notre communauté. C'est ça qu'on veut avoir. Exactement, c'est important. Alors, Caso, courtier immobilier, c'est un métier, pas vrai?
Donc, maintenant, en tant que métier, est-ce que, en tant que professionnel de l'immobilier, est-ce que vous conseillez quelqu'un d'étudier dans ce domaine? Eh bien, tu sais, Jackson, ce qui est important dans la vie, avant de conseiller quelqu'un à étudier dans un domaine au coin, c'est très important que la personne aussi ait la vocation, exactement, la vocation pour ce métier. Sinon, quand même, ça ne marche pas. Mais si quelqu'un vraiment a cette vocation et qu'il est capable vraiment il a vraiment de bonnes intentions d'aider vraiment. C'est très important aussi parce que le courtier immobilier, beaucoup de monde vont l'apprendre pour faire de l'argent. C'est ça vraiment l'intention. C'est pas mauvais. Hein? Moi, je ne vais pas apprendre de métier si je ne fais pas de l'argent avec. Non, c'est important. C'est important de faire de l'argent. Surtout avec maintenant tout ce qui se passe, l'inflation, ça apporte vraiment donc, de l'argent. Vous comprenez? Mais c'est important aussi de pouvoir aussi desservir, de pouvoir aider aussi. Et il faut avoir d'abord le goût d'aider les autres. Mais c'est un métier vraiment, oui, on peut dire vraiment, si quelqu'un fait bien ses affaires, il va pouvoir vraiment réussir là-dedans. Parce que quand même, comment ça marche vraiment dans l'immobilier, si quelqu'un arrive quand même à donner un bon service, il va toujours avoir des références. C'est ça. Et quand tu dis passion, comment on peut voir ou bien savoir qu'on a cette passion-là? Eh bien, il faut d'abord aimer. Tu vas le voir. Si tu aimes, est-ce que vraiment on va voir, est-ce que le désir d'aider les autres est en toi? D'aider les autres comment? Ben, par exemple, quelqu'un qui fait de l'immobilier. OK? Quelqu'un qui veut acheter, on va dire d'abord un client qui veut acheter une maison. Si ton intention, c'est juste quand même de signer un contrat puis de faire de l'argent, pense pas vraiment dans... Ça, c'est vraiment de la passion. Mais il faut avoir aussi la passion. OK, je vois cette personne, il a 2 enfants. J'aurais bien aimé que ses enfants soient à l'aise. Je vois comment le petit de 5 ans, waouh, comment est-ce qu'il va se sentir dans un cours avec la piscine. Tu vois, il faut avoir quand même... Ce côté humain. Le côté humain, Jackson. Le côté humain, c'est très important d'ailleurs. Parce que oui, pour moi, c'est important. Ça vient de la passion. Si vous avez la passion d'aider, oui, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un métier que vous conseillez quand même, en plus d'avoir la passion. Conseiller... Parce que, alors, pourquoi je le dis? J'insiste sur ça. C'est parce qu'au fait, il y a plein de gens qui ont décidé d'aller à l'université ou d'aller étudier des domaines qui ne sont pas en demande sur le marché. Ça, c'est une perte de temps considérable. Moi, je vous dis honnêtement, il y a des métiers. Ce n'est pas que ces métiers ne sont pas importants, mais moi, je ne vais pas conseiller quelqu'un qui laisse son pays et venir ici et aller étudier ce métier-là. Je vais vous donner un exemple que j'aime donner. Quelqu'un qui vient d'un pays du Sud, que ce soit un pays d'Afrique, un pays où il fait chaud, il a l'intention de retourner vivre dans son pays. Est-ce qu'il dit d'aller étudier? Il s'inscrit à une école pour aller étudier la mécanique des motos de neige. Okay. Mais maintenant, quand il retourne à son pays, où est-ce qu'il va pas travailler? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Alors, c'est ça que je veux dire. C'est que quand tu étudies quelque chose, il faut regarder le marché. Est-ce que le métier, ce que tu étudies, il y a une demande? Parce que s'il n'y a pas une demande, tu vas exposer ton diplôme au salon et regarder le diplôme à longueur de journée. C'est pour ça que je te dis, est-ce que au fait, tu conseilles quelqu'un qui vient vivre ici de faire ce domaine-là et que toi, tu es confortable, tu arrives à gagner ta vie honnêtement, dignement avec ça? Avant de conseiller quelqu'un vraiment à le faire aussi, il faut aussi savoir aussi, il y a le bon côté et le mauvais côté. Ah ben oui, on va voir tout ça, c'est certain. OK? Par exemple, comme moi, je sais sur l'aspect financier. Par exemple, oui, on fait de l'argent. On gagne combien en moyenne par année? Mais ça va dépendre toujours. Non, mais dans une moyenne, je dis en moyenne. Ben écoutez. Mais DA n'aime pas parler d'argent. J'aimerais même comme... Je préfère parler des dépenses de préférence. Ok, allons-y. Des dépenses. Parce qu'un courtier immobilier aussi a beaucoup de dépenses. Ouais, okay. C'est en tout. Charline aussi a beaucoup de dépenses. On a tous des dépenses. Lynn a des dépenses. Bruce Lee, on a tous des dépenses. Exactement. Par exemple, si on prend vraiment le côté de rentrer, oui, on va dire vraiment quelqu'un qui fait une transaction facilement, on va dire que c'est un courtier qui roule aux alentours de 8 000 à 10 000 $ pour une transaction. Mais est-ce qu'on fait tous les jours? Non. Est-ce qu'on fait toutes les semaines? Non. Parfois aussi, il y a la période aussi de vache maigre. Tout comme aussi, il y a aussi la belle période. Vache, ouais, comme maintenant, au moment où je vous parle, de janvier
à juin, c'est la grosse période. Là, maintenant, nous sommes très occupés. Les gens veulent déménager pour le 1er juillet. C'est intéressant. Tu vois comment il est frichon. Merci Jackson, merci Jackson. C'est parce que je savais que vous allez m'inviter à RAS. Donc, j'essaie d'avoir un vrai chambre. Mais c'est une période de vache à lait aussi. Donc, il faut vivre selon la période. Oui, là, vraiment, c'est la grosse période, vraiment. C'est la grosse période. Mais aussi, si on parle aussi, est-ce que je vais dire quelqu'un je vais conseiller à quelqu'un d'être courtier immobilier? Je peux dire oui, si il aime ça. Parce que aussi, oui, on fait de l'argent, mais il y a des dépenses aussi. Payer un bureau, aussi, il y a tellement de dépenses aussi. Au moment où je vous parle, on a jusqu'au 30. Carte d'affaires, les pancartes, la publicité. Maintenant, il faut payer aussi les permis. Vous comprenez, maintenant, c'est la grosse période. C'est la période d'ici 30 avril, on doit rénover nos permis parce qu'on a un permis. C'est annuellement Annuellement, exactement. Il y a pas mal de dépenses aussi là-dedans qui viennent avec. Oui, l'argent rentre, mais l'argent sort beaucoup aussi. C'est beaucoup quand même. Ça prend. Si on est capable de gérer notre vie, je vais encore insister, il faut aimer ça. Sinon, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais de toute façon, il y aura beaucoup d'argent qui va rester dans les poches, c'est certain. Exactement, mais oui. Mais dis-moi donc, est-ce que par exemple pour être courtier, il y a une certification qu'on doit passer pour être reconnu, pour avoir l'autorisation de pouvoir exercer ce métier? Exactement, nous sommes quand même coiffés par l'OASIC, l'Association des courtiers immobiliers du Québec. Exactement. Donc, ici, d'abord, pour arriver là, il faut d'abord aller à l'école, cours de code, dépendamment de votre niveau d'études que vous avez eu quand même. Quelqu'un qui sort de secondaire 5, il va devoir passer comme 3 ans au cégep avant d'avoir son permis de courtier. Mais quelqu'un quand même qui a déjà étudié, comme c'est le cas, il y a pas mal des abonnés de race, qui a déjà étudié en Haïti. Et que maintenant, s'ils veulent, ils ont déjà un diplôme en Haïti, disons un diplôme universitaire, une équivalence de secondaire 5 ou bien cégep, de cégep, je veux dire, il va devoir étudier pendant 1 an. Donc il aura crédit pour un certain nombre de points. Exactement. Mais est-ce que c'est n'importe quel domaine? Par exemple, si j'ai étudié, disons, en sociologie ou en littérature, ou bien est-ce que je dois étudier en économie, en gestion, en finance? C'est quel domaine qui se rapproche le plus à ce domaine? Pour être honnête avec toi, Jackson, je ne connais pas vraiment parce que je ne sais pas. Parce que comment ça. Parce que moi, en Haïti, j'ai étudié la comptabilité, d'accord? J'ai quand même une licence à l'INAGRE, tout ça. Et ici, quand je suis arrivé au Québec, pour devenir courtier, j'ai été au Collège Maisonneuve pour prendre le cours. Et ça, c'était vite fait. C'était 1 an. Après ça, j'ai eu mon permis pour exercer comme courtier. Tu avais déjà une base. Exactement, j'avais vraiment la base. Et ensuite, j'avais de l'expérience déjà. J'ai travaillé pendant 14 ans chez Bell Mobilité, qui m'a donné les bases aussi, les bases de la relation. Les ressources humaines. Je veux dire de préférence la relation clientèle, la clientèle. Donc, ça m'a vraiment facilité. En plus que, en même temps, j'étudie aussi donc, à l'HEC de Montréal. Donc, je fais quand même là-bas une expertise dans la vente relationnelle. Tout ça m'a permis vraiment donc, de peaufiner ton diplôme, disons. C'est pas juste le diplôme, mais c'est tout ce qui est autour. Exactement. Ok. Je me demandais, quelle différence il y aurait si tu avais toujours la même expérience, mais que tu le faisais en Haïti? Agent immobilier. Est-ce que tu aurais fait ça en Haïti? Parce que des fois, je regarde des maisons, je les trouve tellement jolies. Bon, ça, c'est un autre sujet. Tu sais comment on appelle les courtiers immobiliers en Haïti? Je pense qu'on s'appelle courtier et c'est un métier aussi en Haïti, malheureusement, qui est très galvaudé. Exactement, très mal vu. Quand on dit quelqu'un est courtier immobilier en Haïti, c'est pas vraiment. C'est quelqu'un qui tâche à trouver une maison à louer. C'est dommage. C'est comme, on peut dire, en créole, un raqueteur. C'est très mal vu, mais ici quand même, le métier de courtier est très valorisé. Je me sens bien là-dedans et je pense faire vraiment le reste de ma carrière là-dedans. Je suis bien entouré. J'ai une bonne équipe avec moi chez Remax. La formation est de mise chez Remax. On accentue beaucoup sur la formation. Je me sens bien vraiment là-dedans et je suis content d'être courtier. Excellent. Ouais. Donc, moi, ce que j'aime que tu as dit, c'est le côté humain. Donc, c'est un métier qui te met en contact avec l'humain.
et ça fait sortir en toi le sens de l'autre. Parce que quelque part, si vous n'avez pas ce côté, c'est certain que vous allez forcer des gens à conclure de mauvais deals, de très mauvais deals. Et que... C'est très important. Si tu vois l'argent vraiment d'abord, puis de toute façon, si tu vois l'argent aussi seulement, ou bien d'abord, c'est que tu ne vas pas faire long feu dans le domaine. Je crois déjà, j'ai vu aussi des courtiers, malheureusement, ça s'est vite passé leur permis. C'est fini. Tu vois, donc, de toute façon, ils vont se faire coincer très facilement aussi par l'OAC, car les clients aussi qui ne sont pas satisfaits aussi, donc vont porter plainte. Ils vont se faire coincer bientôt. Il faut avoir le côté aimé. Il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, je me sens, je le dis, j'insiste, j'aime ce que je fais. Je pense que j'étais fait pour être courtier. Oui, j'aime ça vraiment. Comme Déa était faite pour être interprète. Interprète. Oui, c'est vrai. Ah là, avant ça, Déa va m'interpréter des choses. Ah, tu sais déjà où je suis. En tout cas, c'est ça. Moi, je suis content d'entendre tout ça. Comme on dit, la vie, c'est un écho. Le mal que tu fais, ça va revenir. Et si tu fais le bien aussi, ça va revenir. Donc, c'est comme ça la vie. Alors, vous suivez Rendez-vous au sommet avec Jackson et Déa. On est en train de parler avec Jean Morelli Caso. Il est courtier immobilier. Donc, comme on le dit tantôt, on ne va pas... on ne va pas chômer, on va chercher les bonnes personnes pour vous apporter les bonnes informations. C'est certain que vous avez droit à avoir les bonnes informations pour pouvoir décider. Donc aujourd'hui, on parle du courtier immobilier comme métier. Et lui, il vient de dire que c'est important. Déjà, vous allez gagner beaucoup d'argent. Qui n'aiment pas avoir beaucoup d'argent. Et si vous avez la passion. Les femmes en si vous avez la passion. Les femmes en premier, elles aiment l'argent. Oh, oui. On dirait qu'à la naissance, il y avait des liasses d'argent tout autour. Donc c'est ça. Alors, Caso, là maintenant, on est au Québec. On parle... bon, c'est certain, il nous faut avoir un toit. Okay? On ne peut pas vivre dans la rue. On ne peut pas vivre sous les ponts. Exactement. Mais maintenant, dis-nous donc. En termes de démarche, pour quelqu'un qui veut acheter une maison, 1, 2, 3, il doit faire quoi? Premièrement, il va avoir des courtiers. Okay. Un courtier comme moi. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est pas obligatoire, mais il y a des risques par contre. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui achète une maison sans un courtier, vite, c'est quelqu'un aussi qui prend des risques. Parce que faire affaire à un courtier, nous, les courtiers, nous sommes couverts par une garantie. Par une assurance. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, j'encourage les gens de ma communauté à faire affaire à un courtier. C'est très important. Alors, d'abord, pour répondre à ta question, Jackson, il vient me voir. Et puis moi, je vais le référer. Je vais essayer de comprendre d'abord son projet. C'est ça. Combien de chambres? Pourquoi est-ce que vous l'achetez? Êtes-vous prêt? Parlez-moi de votre projet. Maintenant, je vais voir c'est quoi sa capacité. Pour savoir sa capacité d'achat, le pouvoir d'achat, alors je vais d'abord le référer à un conseiller hypothécaire. C'est ça, à Nancy Célestin. Nancy Célestin, si bien sûr, on l'appelle courtier hypothécaire si elle est indépendante. Ouais, c'est ça, elle est courtière hypothécaire. Ou bien si elle est sur une bannière comme une agence hypothèque. Ou bien on l'appelle aussi, cette personne-là, s'il travaille aussi avec une banque, on l'appelle spécialiste hypothécaire. Donc, cette personne-là va voir c'est quoi sa capacité. Il va baser sur 3 choses. Il va d'abord baser sur sa cote de crédit. Il y a certaines banques déjà qui demandent jusqu'à 680 pour avoir une cote de crédit de 680 pour pouvoir acheter. D'autres banques sont moins exigeantes. Ils vont demander 650 de cote de crédit. Ensuite, le courtier hypothécaire va voir aussi son taux d'endettement, son ratio d'endettement. Il va voir est-ce qu'il a des dettes, est-ce qu'il y a des voitures qu'il a à payer, qu'est-ce qu'il a à payer, les cartes de crédit, les marges de crédit. Ensuite, pour finir, il va voir ses revenus pour voir si cette personne est capable d'aller dans ce projet. Exactement. Jusqu'à quel montant qu'on peut quand même lui donner. Là, la banque va lui émettre ce qu'on appelle un document qu'on appelle préqualification. Alors, il va me donner ce document-là. Je vais voir, il est capable d'acheter jusqu'à quel montant dans ce document. La banque ne s'engage pas encore. Parce que la banque ne voit pas encore la maison ne connaît pas encore la maison que le client va acheter. Il dit là,
par rapport à vos revenus, vous êtes capable d'acheter, mais ce n'est pas encore engagé la banque. Hein? La banque ne s'est pas encore engagée. Après ça, moi, je vais maintenant commencer à chercher avec ce client. Je vais commencer à chercher la maison. Puis, quand on trouve une maison que le client aime, là, on va faire une offre d'achat. Il y a 3 choses qui peuvent arriver dans une offre d'achat. Soit que c'est accepté. Ou c'est refusé. Refusé ou bien on rentre en négociation. OK? Bon, disons maintenant que l'offre est acceptée. Là, maintenant, le document, je vais devoir envoyer ce document-là à la banque qui a donné la préqualification. La banque va maintenant voir la maison. Pendant ce temps, moi, je travaille parallèlement avec la banque, avec le courtier hypothécaire. OK? Je vais faire l'inspection. Alors là, c'est un bon point qu'on va revenir. Exactement. On va faire l'inspection. Disons maintenant que l'inspection, là encore, il y a 3 choses qu'on peut faire après l'inspection. On continue, on refait, on annule, ou bien on rentre encore en négociation. C'est ça. Mais attends, une pause. Il y a l'offre. Ça m'intéresse. Parce que souvent, il y a une surenchère par rapport à ça. Ok. Moi, je veux savoir où est situé le problème. Parce que souvent, on voit le prix qui est affiché. Ok. Disons que la maison est affichée à 500 000. Mais au final, il y a... C'est comme la maison, vous allez payer 525, 550, et il y a une surenchère par rapport à ça. Mais ça, est-ce que c'est le courtier ou c'est qui est responsable de cette affaire? On va dire c'est d'abord un facteur de l'économie. C'est l'offre et la demande. Alors, c'est comme on dit en économie, donc quand la demande augmente, alors donc le prix... Mais pourquoi on garde ça secret? C'est comme si moi je suis sur la maison, DA est sur la maison, DA fait une offre, moi je fais une offre, mais on ne veut pas que l'un soit au courant de l'offre de l'autre. Alors, et c'est ça généralement qui fait qu'il y a ce côté surenchère de la chose. Il y a de la loi aussi au niveau de ça, donc il y a protection de l'information des clients aussi. On ne peut pas divulguer quand même. Le courtier aussi qui vend la maison et qui vend la maison. Mais c'est parce que je vois qu'il y a un risque de magouille dans la chose. Parce que pour faire augmenter le prix de la maison, je peux dire, je mens pour dire que DA, elle a proposé 550 000. Alors, c'est là que je vais te dire, il y a des courtiers donc, qui ont même déjà perdu leur permis pour ça. À cause de ça? À cause de ça. Donc, on ne ment pas vraiment. En immobilier, vraiment, tout doit être clair, donc divulgué. Par exemple, un courtier immobilier qui vend une maison, on appelle courtier inscripteur DA. OK? Ce courtier-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va jamais dire que nous avons une offre à 550, par exemple. Il va dire nous avons une offre sur la maison. Nous sommes à 2 offres, à 3 offres. Il ne va jamais dire le montant. Mais on ne donne jamais le montant. Exactement. C'est quand même pour protéger l'information du client aussi. Ouais? Mais il y a le bon et le mauvais côté de la chose. Oui, il y a Parce ça. Parce que si tu es en face de quelqu'un qui est de mauvaise foi, c'est certain que bon, c'est vrai, il va perdre son permis. Oui, on ne peut pas. La personne ne va pas mentir. Il ne va pas dire vraiment que nous avons une offre, nous en avons 3. J'ai déjà connu des courtiers qui sont vraiment tapés sur le doigt pour ça. J'ai des courtiers que je connais qui ont déjà essayé ça. Ils se sont fait taper sur le doigt. Par l'OASI, ouais. Donc, non. On va pas. Un courtier ne fait pas ça. Donc, dis-moi. Qui accepte et puis refuse les offres? Qui on fait une offre? Eh bien, l'acheteur potentiel, il va faire une offre sur une propriété, il va faire l'offre au vendeur. Et le vendeur est représenté par un courtier qu'on appelle courtier inscripteur. Et tout comme aussi, l'acheteur est représenté aussi par un courtier qu'on appelle courtier collaborateur. Toi, tu es collaborateur pour l'acheteur. Pour l'acheteur, exactement. Ok, pour l'acheteur. Exactement, donc c'est ça. Donc, ce qui peut passer aussi, si après l'inspection, c'est pas si ça, je continue avec ça. Ok, après l'inspection, donc on peut soit refuser, soit on entre encore en négociation, ou bien on continue la transaction. Mais c'est toujours bon quand même de savoir, c'est pas après une inspection, mais on va peut-être parler de ça plus en profondeur. C'est pas n'importe quoi qu'il y a des inspections qu'on va dire bon, je vais négocier. Un inspecteur, il est payé pour son travail. C'est-à-dire qu'il va trouver des bobos. Il va devoir justifier son argent. Tu comprends? C'est important, donc il va trouver des bobos. Après ça, donc là maintenant, l'inspection est correcte.
j'envoie, je vais moi-même de maintenant, donc, j'attends l'approbation finale de la banque. Là, la banque va s'engager. Il va dire, OK, avec l'adresse de cette maison, moi, je m'engage à donner le prix. Mais un petit conseil entre-temps. Pendant la banque vient de s'engager pour donner pour la maison, le client acheteur, l'acheteur potentiel ne doit pas commencer à faire des dettes. Aller acheter une voiture. voiture. Une voiture, là, c'est le moment d'aller. de Mais oui, d'aller acheter un Range Rover, d'aller acheter un BM, c'est la voiture de mes rêves. Non, on ne fait pas ça. Parce que la banque peut à tout moment réviser le dossier pour voir est-ce que les conditions de crédit sont toujours correctes. Exactement. En général, les gens ils vont acheter des électroménagers. Oui, exactement. Ils disent, OK, je vais acheter des meubles. Il faut toujours attendre d'abord d'aller chez le notaire avant. Là, maintenant, après ça, maintenant, si tout va bien, mais là, maintenant, on passe, j'envoie le dossier chez le notaire. OK? Il va le dossier chez le notaire. C'est là, maintenant, que le notaire, lui, de son côté, il va enregistrer la transaction. Il va aussi, donc, faire ce qu'on appelle une quittance avec, disons que le vendeur avait une dette sur la maison, avait une hypothèque, on appelle ça. Donc, il va faire quittance de cette hypothèque-là. C'est ça. Donc, c'est là maintenant que la transaction est terminée. Mais alors, qui paie le courtier collaborateur? C'est une bonne question. Ouais. Là, sur toi, c'est pas toi qui vas payer. Les points sont vides. Alors, qui va payer le courtier collaborateur? C'est le courtier inscripteur. Quand c'est, disons, on va dire le vendeur. Le vendeur. Donc, le courtier inscripteur va signer un contrat qu'on appelle contrat de courtage-vente avec le vendeur. Donc, c'est là aussi que il va dire, il va divulguer au vendeur, pardon. Il va divulguer au vendeur, voilà, je vais, exemple, moi je prends 5%, je vais donner 2,5% au courtier collaborateur. Il doit le divulguer au client vendeur. Okay. Cela dit, eux autres, ils ont le même montant d'argent dans la transaction. Les courtiers, pas forcément. Pas forcément. Okay. Pas forcément, ça dépend. Parfois aussi, c'est le courtier collaborateur qui gagne plus. Qui gagne plus. Parfois, c'est le courtier, dépendamment quel type de maison. C'est aussi la motivation des deux parties. C'est un peu complexe. C'est un monde un peu... Oui, c'est ça. mais c'est ça. On est là pour ça. On essaie quand même de voir comment est-ce qu'on peut divulguer l'information pour que le plus de monde puisse comprendre. Mais oui, c'est très élastique, l'immobilier. C'est ça. C'est très élastique. C'est ça. L'immobilier, c'est très élastique. À rendez-vous au sommet, on essaie d'aller, d'atteindre cette limite d'élasticité. Il n'y a pas ça pour nous autres. C'est pour ça qu'Azo, il est là justement pour nous aider à voir clair. Parce qu'on veut voir clair et on doit voir clair. Oui. Kazo, on parle d'inspection. Alors, l'inspection, ça coûte, ok? Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas faire l'inspection. C'est quoi le risque, justement? D'abord, le courtier collaborateur, dans sa promesse d'achat, doit toujours prendre le soin d'expliquer aux clients, acheteurs potentiels, un paragraphe très important qu'on appelle l'inspection. L'inspection, si on le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Un courtier, par exemple, un client qui ne veut pas faire d'inspection, donc il achète à ses risques. Est-ce que la garantie qu'il y a sur le courtier tombe si l'acheteur décide de ne pas... Non, c'est vraiment à ses risques. C'est pourquoi c'est très important, je conseille vraiment aux acheteurs de faire l'inspection parce que ça coûte peu. On va dire quand même ça coûte aux alentours de $600 à $700. Donc, ça vaut la peine qu'on fasse une inspection. Mais parfois aussi, si la maison aussi, il y a certains cas par contre, l'inspection peut être peut-être moins envisageable. Disons, les nouvelles maisons? Exactement. Disons que la maison a moins de 5 ans. Donc, la maison est encore sur une garantie qu'on appelle garantie des maisons neuves. Donc, là, on va dire que c'est pas trop... le client peut peut-être s'en passer. Il peut peut-être s'en passer parce que s'il y a quelque chose, il va appeler le contracteur. Directement. Exactement. Mais c'était conseillé de faire l'inspection. Tu as parlé d'une garantie qu'il y a sur les courtiers quand on utilise un courtier par rapport à quand on achète une maison sans courtier. C'est quoi cette garantie? Eh bien, si toutefois que le courtier fait une faute déontologique,
Donc, dire il y a une offre de 550 000 alors que ça n'existe pas, par exemple? Non, c'est pas ça. Je Non? veux dire, par exemple, que le courtier, il a fait quand même une faute par rapport à son travail. OK? Disons qu'une faute, c'est sa faute à lui. OK? Donc, là-dedans, il y a une garantie qui va couvrir l'acheteur. OK, donc le courtier Exactement. fait une erreur et puis l'acheteur paie plus. Et donc, c'est la garantie qui va faire que l'acheteur va être remboursé? La garantie il va couvrir le client, par exemple, si le courtier fait une faute. C'est pas une faute. Le fait de payer plus, c'est pas une faute. C'est ça, c'est consentement. OK. Le client, acheteur, il consent à payer un prix, donc il consent de ce qu'il fait. Donc, c'est quoi une faute? Une faute déontologique, par exemple, le courtier a omis de dire une information. OK. Et Là, c'est ça important. Et c'est important et on va dire que l'acheteur est victime. Ok. Là, On peut dire- prendre ça en exemple déjà. Disons que le courtier n'a pas pris le temps de bien expliquer l'importance de l'inspection. Et ça n'a pas été fait. Et voilà que j'ai acheté une maison, après deux mois, c'est inondé. Ou bien je trouve qu'il y avait de la moisissure un peu partout. Voyez-vous, donc ça, vous considérez ça comme une faute? Non, c'est pas une faute, C'est pas ça. une faute, Parce que c'est important, parce que là, l'inspecteur peut le voir. Ah, ok. L'inspecteur, quand même, peut voir, parce que c'est pourquoi qu'on fait inspecter la maison. C'est-à-dire que, on va dire que le courtier fait une faute intentionnellement. Ça, c'est une faute, déontologique, par exemple. On va dire, disons qu'il y a des informations, peut-être Qui aurait dû être... il a choisi volontairement. Là, De c'est ne une pas faute. le dire. Ok. Faire rétention d'informations. Exactement. Là, ça va être considéré comme étant une faute du courtier. OK. Exactement. Et puis, comment le consommateur est compensé pour la faute d'un courtier? Ben, c'est ça. Donc, dans ce cas, on va dire l'acheteur, dans ce cas, il va quand même... il y a un organisme qui va... son nom. Et quand même, il va quand même... le client potentiel peut l'appeler. Là, En justice pour un certain dédommagement. Exactement. Ok. Ils vont... OK. On fait ça, exactement. Ouais. Ils vont rembourser le courtier. Pardon, l'acheteur. client. Exactement. Une personne avec, on va dire, un statut de nouvel arrivant ou bien n'importe quel statut, est-ce que n'importe qui peut acheter une maison au Canada? Ou bien il faut avoir le statut de soit résident permanent, soit citoyen? Avant, les étrangers pouvaient acheter. Depuis janvier 2022, donc on avait fait une loi, c'est quand même, ce sont seulement les résidents canadiens qui vont pouvoir acheter au Québec. Les étrangers ne peuvent plus acheter. OK. Et n'importe quel résident, on va dire, si je viens d'avoir ma résidence permanente hier, OK? combien de temps je peux... Eh bien, d'abord, si tu es résident, tu es résident. Aussi simple que ça. OK. On n'est pas obligé d'être résident permanent pour acheter une maison. Et si, par exemple, tu travailles et que tu as un permis de travail, là, tu peux acheter une maison. Mais comme étant un demandeur d'asile, j'ai un permis de travail, je peux quand même acheter. Acheter une maison, oui, et dès que tu as un permis et que tu réponds aussi, par exemple, ton crédit, comme j'avais dit tantôt, la banque voit que tu es en mesure De payer. c'est ça, tu es solvable. Oui, ils vont quand même t'accorder. Tu peux acheter légalement. Ben voilà, on peut acheter si on prend le niveau de la loi. Parce que quand même, tu as un dossier de crédit, tu es dans le système. Exactement. Donc, Exactement. ça, c'est important. Donc le crédit est même plus important que le statut quand il s'agit d'acheter une maison. Les deux sont importants. Les deux. Déa a oublié. Nancy a dit, sans crédit, tu peux... C'est ça, tu peux rien Même faire. femme, tu ne peux pas avoir. Hein. Exact. C'est ça. Nancy a dit ça. Hein? Ouais. Tu comprends? Bon, Marie aussi. Hein. Ah. Il faut le Non, dire. les hommes sont moins difficiles. Ah, Les yeah. hommes sont moins difficiles. Les hommes ne cherchent pas l'argent comme ça. Les hommes cherchent l'argent pour la femme. Mais tu dis les hommes Les hommes sont... haïtiens alors. Ah. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, Kazo, je comprends que... Alors, tu es très cool, hein, il faut le dire. Oh, merci beaucoup. Tu donnes Mais- l'information. C'est peut-être pour ça que tu as dit que tu es fait pour ce métier. Mais merci, Jackson. Ouais, c'est ça. Merci. Kazo, souvent, il y a des gens qui conseillent, quand on doit acheter un premier logement, ils conseillent d'aller vers un plex au lieu d'acheter un condo ou une maison. Parce que quelque part, si on achète un plex,
quand même à revenu, la maison peut t'aider à financer la dette. Mais une maison, c'est ça, l'argent total, tout l'argent sort de ton poche et le plex, c'est également ça aussi. Et toi, tu conseilles quoi? Si on dit ça va dépendre, disons qu'on est en famille et que quand même les enfants, c'est important. Parce que les enfants aussi, ils ont leur mot à dire. C'est ça. Ça dépend de l'âge des enfants. Disons que aussi que c'est important pour vous l'épanouissement des enfants. On va dire vraiment, quelqu'un va aller venir familial. D'accord? Là, on parle du point de vue, si quelqu'un veut... Bien-être familial. Bien-être familial. Yes. Maintenant, si on veut regarder ça du côté financier, on va dire que c'est toujours mieux d'aller avec un plex. Okay. Pourquoi? Avec le plex, d'abord, on donne la même mise de fonds qui est 5%. Si quand même on prend comme... Il faut d'abord habiter la maison. 5% minimum par contre. Si on habite la maison, et puis jusqu'à 500 000, on donne 5%. Là maintenant, au Canada, la RC, il vous donne la possibilité de... En fait, l'Agence du revenu au Canada, il vous donne la possibilité de déclarer ce montant-là aux impôts. Par exemple, les dépenses aux impôts. Par exemple, les frais d'intérêt. Tu peux déclarer ça aux impôts. Pour faire vos impôts, donc déclarer ça dans vos dépenses. Donc, ça, c'est du côté financier. Donc, on voit quand même, oui, c'est plus important. Je vais encourager le monde à aller vers le duplex. C'est plus facile aussi parce qu'après un certain temps, on peut prendre l'argent sur ce duplex-là, ce qu'on appelle refinancement, pour pouvoir aller chercher, aller acheter la maison unifamiliale, pour le bien-être familial qu'on avait parlé tantôt déjà. Tu comprends? C'est comme ça, un côté investissement, si on peut dire. Moi, je l'encourage bien. Et si je dois dire aussi, quand est-ce que... Parce qu'il y en a du monde aussi qui me pose souvent la question, est-ce que c'est le bon moment maintenant pour acheter? Moi, je veux dire vraiment, ici... Il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment. Mais oui, il y a un bon moment. Ah, ok. Je vais insister là-dedans où il y a un bon moment. Et le meilleur moment pour acheter l'immobilier, c'était hier. Et si hier, tu n'as pas eu la chance de le faire, fais-le aujourd'hui. C'est plus compliqué demain. Fais-le aujourd'hui. Si aujourd'hui, malheureusement, tu n'as pas les moyens, demain à la rigueur. Pour le faire demain. Parce que tu ne vas jamais perdre ton argent. C'est ça. On va prendre par exemple, est-ce que vous saviez que à Saint-Léonard, dans les années 2000, un duplex coûtait en moyenne $100 000. Wow! Et maintenant, comment ça coûte? Est-ce que tu as une idée? 700 000 minimum. 750, 800, exactement. Ça, c'est si tu trouves, il y a des rabais, il y a des coquerelles. Il y a des gens, c'est ça. Donc, tu vois, ça, c'est aussi donc, un moyen de préparer aussi à sa retraite. Oui. Il y a du monde qui veut mes casos. Il y avait un crash immobilier dans les années 2010, 2008, 2009 aux États-Unis. Vous vous rappelez-vous, en Floride? Oui. Maintenant, tout s'est replacé. Donc, investir dans l'immobilier, c'est un moyen sûr de garantir vraiment sa retraite. C'est le moyen, surtout pour on va dire les migrants, la communauté. C'est un moyen le plus sûr de vraiment d'avoir un pied au sol. Justement. Exactement. Et si on prend même aussi exemple aussi, on ne peut pas perdre son argent. Comment ça? Parce que si j'achète une maison et puis que la maison finalement elle est un paquet de problèmes, je dois refaire la fondation, je dois refaire la plomberie, je dois refaire, on va dire des grosses dépenses. Comment ça? Comment je peux refinancer la maison, hein? C'est la réponse. Ben écoutez, tu peux soit refinancer la maison, faire un prêt aussi de la banque aussi. De la banque, moi je veux refinancer la maison pour pouvoir payer les dépenses. Faire des rénovations, faire des prêts de rénovation à la banque. La banque aussi va vous aider. Ce qui est important, il faut rester solvable. Si vous restez solvable, il y a toujours des portes de sortie. C'est ça. Mais il y a alors, quand on investit dans l'immobilier, on ne peut pas perdre son argent. Alors, je ne sais pas si tu as cette information, mais avec le réchauffement climatique, il y a le niveau de l'eau qui monte. Il y a plein de villes à Québec, des petites communautés où l'eau
a tendance à monter. Donc là, le gouvernement met la pression, ou bien les municipalités mettent la pression pour que les gens, pour relocaliser les gens. Il y a certains qui ne veulent pas. Mais maintenant, c'est certain que quand on a investi 500 000, 600 000 ou 700 000 dans une maison à côté de l'eau et que l'eau monte, là, il y a un risque énorme. C'est pourquoi tantôt, je vous ai dit que l'immobilier est élastique. OK. On appelle ça zone inondable. Donc, c'est pourquoi je vous dis que c'est important de faire affaire avec un courtier immobilier. OK. Quand un courtier immobilier, lui, il va pouvoir... Il y a un document qu'on fait remplir au vendeur, qu'on appelle déclaration du vendeur. Là-dedans, le vendeur, il doit divulguer toutes les informations à sa meilleure connaissance sur l'immeuble. Sur la zone aussi, à mon avis. Mais ils vont le demander. Est-ce que la maison est située... Le client, il va savoir si sa maison est située dans une inondable. Il va le savoir. Les gens à Dubaï ne savaient pas. Il y a tout fait de là à Dubaï. À Dubaï, c'était, on va dire, c'était quand même... c'est spécial. C'était spécial. Mais là, on parle de zone inondable. Par exemple, quelqu'un qui, sa maison est proche... d'un lac, de fleuve. Exactement. Là, on va dire, là, c'est clairement une zone. Mais c'est pas forcément que la maison est proche de lac ou d'un fleuve qui dit que la maison est dans une zone inondable. Ça ne veut pas dire ça. Mais le risque est là. La municipalité va vous le dire. Mais il y a des informations qu'ils n'avaient pas. Parce que c'est pas que la zone était toujours inondable. Comme je vous ai dit, le réchauffement climatique fait que l'eau dans les lacs, partout, ça augmente. Maintenant, le fait qu'il y a le niveau de l'eau qui monte fait que les maisons ne sont pas à l'abri de l'inondation. Ça change tout, justement, dans la cartographie des régions, des zones. Mais c'est ça, si ça arrive, vous avez une assurance. Vous avez une assurance habitation. Donc, qui doit aussi... C'est pourquoi c'est important de bien quand même assurer sa maison. Mais oui, mais pas d'avoir une assurance, mais de bien assurer sa maison. C'est obligatoire. Et de s'assurer d'avoir toutes les clauses, parce qu'on peut assurer la maison, mais on n'a pas une clause qui tient en compte l'inondation. Et puis c'est inondé, désolé. Exactement. Donc c'est pourquoi c'est important de bien assurer la maison. Quand vous allez prendre l'assurance, de façon avant d'aller chez le notaire. C'est ça. OK? La banque va vous exiger d'avoir une assurance et d'avoir une preuve d'assurance. C'est ça. Donc c'est important de bien quand même assurer la maison avant d'aller chez le notaire. C'est ça. Oui. Ça, c'est important. Mais il n'y a pas longtemps, il y avait un petit goudou à Québec. Je me demande, est-ce qu'il y a ça comme clause pour les maisons? Parce que c'est vrai que les maisons sont en gingerbread, c'est des maisons en bois qui peuvent supporter le tremblement de terre. Parce que par exemple, la ville du Cap, ça a été construit comme ça, là, parce qu'il y avait un tremblement de terre dans les années 1700. Bois-Verdun en Haïti, c'est avec les gingerbread, mais après tout ça, c'est comme ça les qu'on gens les appelle, les petites maisons Jacmel. en bois, oui, gingerbread. Tu adores le nom? Ah, j'aime parce que le style est très ouais, beau. Ouais, c'est super. Mais voilà, maintenant ça aide, ça résiste au tremblement de terre. Mais malheureusement, on a décidé de construire en béton. C'est ce qui fait qu'on a eu autant de morts. On a eu tout ça en Haïti en 2010. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est ça qui est ça. Je pense qu'on a fait le tour de la chose. Ah tiens, une petite question. Dis-moi, Théa. Par rapport à l'immobilier, quels sont les organismes de personnes de la communauté qui sont dans l'immobilier qui se rassemblent pour justement créer un accès plus facile? C'est comme un coaching, coaching, de l'accompagnement. Exactement. Étape par étape. Est-ce qu'il y a des organismes comme ça dans notre communauté? Moi, j'en connais pas. Je connais pas. Mais ce que je connais quand même, il y a des courtiers qui font le job. Mais oui, c'est ça. Il y a des courtiers qui font le job. Par exemple, on va dire, moi, quelqu'un qui veut faire une affaire comme ça, je m'assure vraiment que je prends le client en charge. Dès le premier jour, il m'a dit son intention jusqu'à ce qu'il déménage. C'est ça. Et je pense que le courtier, il fait ça. Pas peut-être un organisme, mais comme étant professionnel, moi, comme courtier, moi, je fais ça. Je fais ça et donc un bon courtier aussi devrait le faire aussi. Excellent.
Bon, je pense que bon courtier doit le faire. Mais nous autres, on est là pour supporter les bons courtiers. Exactement. Déjà, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le Merci, tour. merci. Caso, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Je pense que tu as bien vendu la marchandise. Merci beaucoup, Déa, de m'avoir invité. Merci beaucoup, Déa, pour le temps que m'avez accordé, aussi à toi, Jackson. J'apprécie beaucoup aussi. C'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir mettre mes connaissances au service de ma communauté. Et si quelqu'un aussi a besoin aussi de mes services, qu'il se sent à l'aise à m'appeler. Ne t'en fais pas. Tu fais des podcasts. Oui, exactement. On va s'en charger parce que nous autres, la promotion, c'est qu'on doit consommer noir. Oui. Okay? Des services qu'on a besoin, on a besoin d'un courtier, on doit frapper la porte de quelqu'un de notre communauté. Mais oui. C'est pas logique qu'on va se faire représenter par quelqu'un d'une autre communauté. C'est pas parce que c'est pas discriminatoire, mais la chose est important. Ouais. On doit s'entraider, on doit s'épauler, on doit se donner la main pour aller au sommet ensemble. C'est très important. C'est ce qui fait que ta carte, on va le piner dans la vidéo. Ça fait plaisir. Ouais, c'est certain, on va le piner. Mais oui, merci beaucoup. Et j'allais dire aussi que si quelqu'un aussi a besoin aussi de mes services aussi, et à vous aussi, les abonnés de RAS, soyez à l'aise à m'appeler. Je suis au 514-916-5407. Je réponds toujours à mes appels dans moins de 24 heures. Ou bien aussi, vous pouvez toujours aller sur mon site web, casovendu.com. Mais tu n'es pas un vendu. Non. Je vends facilement. Je serai vendu. Moi, je pensais que tu étais un vendu. Non. C'est caso vendu. Dès que quelqu'un me confie la maison, une propriété pour mettre en vente, ça va. Ouais, je vais le vendre. Excellent. Avec les meilleures conditions. Là, c'est plus clair. Oui, caso vendu. Avec les meilleures conditions, je vais le vendre. Excellent. Mais encore une fois, merci Caso. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. On est toujours content de partager ce petit instant avec vous. C'est excitant, c'est amusant, c'est plaisant. On est là pour s'amuser et en s'informant. Il n'y a pas de pression. On s'amuse, on fait passer le temps, on se dit les bonnes choses, on parle des vraies affaires. Jackson et Déa, c'est toujours le même plaisir de vous accompagner, toujours le même plaisir de vous aider. Et puis, il y a Sherline qui est sur son téléphone, il y a Aline aussi. Ils sont là. Elles font semblant de ne pas... mais elles sont là. Mais elles sont là quand même. Et puis, on fait un gros big up à Brice Lee qui s'assure de la réalisation de tout ça. Donc, merci encore une fois à tout le monde. C'est un plaisir. Et puis, je remercie ceux qui ont pris le temps de nous écrire, ceux qui ont pris le temps de nous envoyer des messages, de faire des commentaires, de partager notre page. En attendant, c'est ce qu'on vous demande. Bon, bien sûr, on ne va pas vous demander plus. Partagez notre page, likez, parce qu'on essaie d'informer au maximum les gens sur ce qu'on fait et sur comment on peut s'épauler pour aller le plus loin possible. Parce qu'on a une place à prendre. On est là longtemps, mais on n'a pas, évidemment, on n'a pas assez travaillé pour garder et prendre cette place. Donc, c'est ça, Déa. C'était un plaisir d'avoir été là avec toi. Donc, merci Jackson. Merci Caso pour nous avoir bénis de ta présence. Merci, c'était un plaisir, Déa. Et merci à vous, nos abonnés, pour votre présence au rendez-vous au sommet avec votre race. On est toujours content d'entendre parler avec vous, d'entendre parler de vous. Et ce sera pour une prochaine fois. À bientôt.